Les premières heures de l'investigation d'Escaton se sont révélées probantes. Un couple, assassiné brutalement une quinzaine d'années auparavant selon une méthode préfigurant celle du tueur recherché par l'équipe. Leur fils adoptif disparu, un enfant au passé trouble lié à la première victime, Issam Nouri. Des documents sensibles qui semblent avoir été retirés des archives. Un groupe d'individus vêtus de blanc, attaquant au hasard des passants pour leur trancher la langue et mettre en scène leur sinistre butin de façon rituelle. Léon et Hanté se dirigent en voiture vers le village d'Ertefeuille pour en savoir plus sur le double meurtre des meurtriers. Les réponses risquent fort d'amener à plus de questions. Attention, ce podcast peut aborder des sujets matures et sensibles. Une liste de mises en garde est disponible dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Il va falloir une petite heure environ pour quitter Paris et rejoindre Artefeuille. Qu'est-ce que vous faites pendant cette petite heure ? J'attends un peu qu'on s'éloigne un peu de la ville. En regardant un peu par la fenêtre, je finis par rompre le silence et qu'est-ce qui amène un bleu à demander à être affecté Ah ouais, c'est vraiment si rare que ça ? Moi, généralement, les bleus que j'ai connus, au plus loin ils sont de l'action, mieux ils se portent. Infiltrés chez les bouts de vas-y, c'est pas n'importe quoi. Ils sont quand même connus comme étant la pire mafia du coin. Bah c'est peut-être justement pour ça que c'est eux qui font infiltrer. J'aime bien l'idée. Vous disiez que les bouts de vas-y s'étaient calmés depuis une semaine après la mort de Dinarov. Par rapport à toutes leurs opérations en ville, alors ok, ils font profil bas, il doit quand même rester des centres d'opération, un minimum d'activité. Je veux dire, un réseau comme ça s'arrête pas du jour au lendemain. Je pense que ouais, de toute façon, ils continuent à distribuer. Le but, c'est justement de se faire discret et c'est pour ça que je pense qu'on les voit moins, mais bon, ils vont certainement pas arrêter les activités et s'asseoir sur tout le pognon qui se font. Donc non, ce que je me demande, c'est vraiment qu'est-ce qui se dit vraiment dans les têtes de la famille. D'ailleurs, en parlant d'eux, il y a des infos sur les endroits où ils se trouveraient précisément ou... Je pense qu'il faut qu'on se fasse un peu confiance entre nous, mais moi j'ai eu au téléphone quelqu'un qui se faisait passer pour Sofia. Voudrait dire que pratiquement la numéro 3 de l'organisation devrait appeler. Quelqu'un qui se fait passer pour elle. Après, je sais pas, bizarre de se présenter quand même comme étant cette personne-là, quoi. Oui, généralement, dans ce milieu-là, s'ils donnent un nom, c'est que c'est eux. Je continue à garder à l'idée que ce serait quand même pas mal d'avoir des adresses ou au moins des locations, ne serait-ce que poser une veille sur ces endroits-là. Le but, c'est justement leur donner confiance et regarder un petit peu. Donc, les labos, les trucs comme ça, je finirai par les voir. Alors n'hésitez pas, en tout cas, si jamais vous avez des adresses ou quoi qu'on pourra surveiller, si jamais vous avez la moindre info qui vous remonte pour être en lien avec Dinarov ou avec nos objectifs. Pour les biens de l'affaire, je peux donner à Escaton toutes les adresses. Je fais un petit oui de la tête, entendu. Et du coup, je change de sujet. Et du coup, le bras, c'est arrivé comment ? Ah, c'est un putain de junkie qui m'a enfoncé une lame dans l'épaule. Je sais pas comment il a réussi à me surprendre, mais en tout cas, ça a pas eu l'air de les affoler. Moi, je pensais que je passerais pour un pleutre, mais ils ont l'air de penser que j'ai quand même fait le taf, donc bon. Pour le coup, c'est peut-être le seul point commun qu'on a avec eux. C'est le métier qui rentre. Je laisse c'est mon silence. Il y a la musique de l'autoradio. Quand il y a des blancs de 2 minutes entre deux phrases, ça pose absolument pas de problème. C'est l'ambiance générale. Comme je disais, il vous faut une bonne heure pour sortir de la ville et arriver à Ertefeuille. C'est un petit peu compliqué de rouler parce que les dispositifs pour encadrer les manifestations qui vont avoir lieu dans la journée sont en train d'être mis en place. On s'approche petit à petit de l'après-midi. Vous quittez la ville en continuant à discuter avec cette discussion qui est entrecoupée de silence pour vous éloigner petit à petit de l'enfer urbain, de la jungle, d'usines, de zones industrielles. Pour petit à petit vous enfoncer un petit peu plus dans la campagne. Artefeuille est vraiment pas très très loin. Donc, une fois que vous avez quitté la ville, il vous faut assez peu de temps pour y arriver. Et vous débarquez dans un tout petit village. Et c'est un petit peu ce genre de village slash commune typique en France quand tu commences à aller un petit peu plus loin que les grands centres urbains, c'est-à-dire que c'est très bétonné, c'est très gris, c'est entouré de nature, mais dès que tu passes une petite route entourée d'arbres, tu débarques assez rapidement dans cette espèce d'endroit qui est très plat. Les gens ont plutôt tendance à vous regarder passer. La population est plutôt âgée, on est plus aux alentours de la cinquantaine, soixantaine. Et un homme d'un certain âge qui, quand il voit que tu t'apprêtes à te garer, regarde de loin, regarde ce que vous faites.
Je lui rends son regard. Il détourne très vite le regard et puis il continue à s'avancer aussi vite que possible. Très peu de monde dans les rues. Vous garez en fait pas loin de la mairie sur cette grande place, la place de la République que tu as dans tous les petits villages de France, là où il y a la mairie, l'église, le PMU du coin. C'est vraiment pas très vivant comme endroit. Comme le ciel est très gris et sombre et qu'il y a vraiment cette odeur de pluie qui s'annonce, en plus l'atmosphère est très lourde. Quand vous sortez de la voiture, vous sentez vraiment l'odeur de la pluie qui s'apprête à arriver, quoi. On s'extrait de la bagnole, on remet les manteaux et direction la mairie. Pareil, mairie typique, très vieux bâtiment, des portes automatiques à l'entrée avec des petites affichettes. Visitez Artefeuille avec une famille mal découpée sur un fond de forêt qui sont tous souriants en train de visiter Artefeuille. Il y a un petit bureau avec l'employé de mairie qui vous fait face. C'est une dame qui doit avoir même teneur que les autres habitants que vous avez croisés, donc la soixantaine, un petit chignon tiré en arrière, cheveux gris, avec ses petites lunettes qui est en train de tapoter sur un très 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 vieil ordinateur qui doit pas très très bien marcher. Qui a l'air un petit peu en galère. Ah putain, c'est à qui que je dois envoyer le mail déjà? Bonjour, inspecteur Castelli. Là, je lui montre la plaque. Et voilà mon collègue, l'inspecteur Posavec. C'est joli ça, Posavette, on n'entend pas ça souvent. Je fais juste oui de la tête. Aussi. En quoi je vous aider, inspecteur? Nous avons quelques questions à vous poser à propos d'un cas de disparition qui est survenu il y a une quinzaine d'années. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais les meurtriers. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Oui, c'était... Ouh là là, mais c'était il y a un bout de temps. C'était il y a 15 ans. C'est en lien avec une potentielle autre affaire sur laquelle nous enquêtons. Nous aurions vraiment besoin d'avoir accès au dossier de la mairie concernant des adoptions. Je ne sais pas si ça vous parle également, mais il y avait eu cette affaire avec les 2 gamins qui avaient été retrouvés au bord de la route. Oh là là, mais moi j'étais pas là à cette époque, moi, inspecteur. Hein. J'ai déménagé ici il y a peu de temps. Je vivais sur Paris avant. De toute façon, je me doutais qu'une jeune femme comme vous n'aurait pas pu avoir eu vent de cette affaire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il nous faudrait des informations sur les papiers d'adoption de ces 2 gamins et éventuellement les papiers de scolarité, s'ils ont été scolarisés dans la région. Pour venir en soutien et pour, je vois qu'elle essaye de répondre, on veut pas qu'elle réponde, on veut qu'elle cherche. Je lui dis oui, par exemple, les bulletins scolaires, les photos de classe, je la laisse pas me parler. Quand elle essaye de parler, je veux qu'elle cherche. On peut peut-être déjà commencer par les archives de la mairie, si vous voulez. Volontiers. Elle vous escorte jusqu'au fond du bâtiment. À travers de 3 couloirs, vous avez quelques personnes en train de travailler dans des bureaux. Et elle arrive au niveau donc d'une pièce qui est fermée par une double porte qu'elle ouvre. La première chose qui vous agresse, c'est l'odeur de poussière très très forte. Clairement, on n'est pas rentré là depuis un moment. Il fait très sombre et la seule lumière qui réside, c'est la lumière orangée d'une petite lampe au-dessus d'un bureau derrière lequel il y a un très vieux monsieur. Pour le coup, lui, il doit bien en avoir plus de 70 ans. Yvonne, c'est toi? C'est qui ces messieurs? Qu'est-ce qu'ils veulent ces deux-là? Roger, c'est la police. Ils ont quelques questions à poser, ils cherchent des documents. Tu peux peut-être les aider à trouver. Je vais vous laisser avec lui. Très bien, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous alors? Nous enquêtons sur une vieille affaire de disparition qui a eu lieu dans la ville il y a une quinzaine d'années, concernant la famille Meurtrier qui avait été adoptée. Les meurtriers. Ah ouais, ouais. Est-ce que vous savez si le gamin Meurtrier a été scolarisé dans la région, a été peut-être vu par un psychiatre après avoir été trouvé? Est-ce qu'on a des papiers d'adoption? Parce qu'on a trouvé quelques infos sur son frère, mais sur lui... Ouais, il doit bien avoir de trucs qui traînent. Moi, je me rappelle, j'étais dans le coin à cette époque-là, j'ai toujours habité ici. Je me rappelle très bien de ces 2 gamins. À l'époque, j'étais infirmier, alors moi, j'ai pas vu les gamins directement, mais j'étais là à l'hôpital et je les ai croisés. C'est horrible. Suivez-moi, je vais essayer de vous aider un petit peu. Là, je sors un petit carnet et un petit crayon. Vous vous souviendriez du médecin qui les a auscultés à l'époque? Ouais, peut-être que je peux retrouver son nom. Il faut que j'aille chercher dans les dossiers. Il vous traîne en fait d'entre 2 grandes rangées d'étagères. Ouais, vous comprenez bien, on n'a pas trop les moyens de tout informatiser, donc c'est un peu à l'ancienne, mais... On a les mêmes soucis. Ouais, j'imagine. Vous connaissez le métier, vous. Bon, alors, où est-ce que je peux trouver ça? Vous cherchez quoi exactement? Le papier d'adoption, état civil? On
ouvrez tout ce que vous avez sur la famille Meurtier. Il ouvre plusieurs tiroirs, il cherche à droite à gauche. Il sort une pochette en fait, cartonnée, qui est très ancienne, qui est vraiment abîmée par le temps. Il dit, ah voilà, ça... J'ai un état civil et deux, trois autres détails. C'est bizarre, j'ai pas grand chose d'autre et c'est quoi ça? Dès qu'il sort le dossier, de toute façon, je comptais lui prendre un peu des mains en mode vous permettez, monsieur, et aller le mettre du coup sous la lumière de manière tout à fait cordiale, quoi. Tu as ce dossier dans les mains et en fait, quand tu le prends, tu vois qu'il y a cette espèce de poussière noire dans la pochette qui s'écoule un petit peu. Et c'est pas du charbon, c'est pas de la poussière, c'est pas de la crasse, on dirait de la pierre. J'essaie de faire en sorte que ça tombe pas trop du dossier et que ça s'étale pas trop par terre, quoi, même si on en a perdu un petit peu. Et de regarder ça plus près sous la lumière, voire de toute façon de l'embarquer s'il faut. Et moi, j'en profite, voilà, pendant que Ante, il gère le dossier. Enfin, je m'approche un peu pour regarder vite fait par-dessus son épaule, mais je me dis, je vais lui laisser analyser ça. Je profite d'avoir le vieux sous la main. Mais dites-moi, vous dites que vous avez toujours habité ici, n'est-ce pas? Les meurtiers, vous leur connaissiez des ennemis, des gens qui auraient pu leur en vouloir ou alors c'est, Oh non, 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 les meurtriers, vous rigolez, c'était des anges ces gens-là. Ils donnaient à la paroisse, ils participaient à toutes les actions de charité. Non, non, Et ça se passait bien du coup avec le gosse? vous savez, comment ils disent déjà? Ouais, stress post-traumatique, c'est ça qu'ils disent maintenant. Vous savez, à l'époque, c'était différent, puis c'est un petit village ici, alors on n'était pas trop équipés pour ça. Mais non, le gamin, pas bien méchant, mais il est resté un peu tout seul. Une fois, il regardait dans le vide. Il avait l'air d'avoir vécu l'enfer, ce gosse, donc vous souvenez ou vous saviez si il était suivi c'est pas si loin que ça, 95, mais bon. À cette époque, bah, on laissait un peu les choses se faire toutes seules. Puis les meurtriers, ils étaient pas trop d'accord pour ça. Ils disaient que l'enfant, il en avait déjà vu assez. Alors, non, mais c'était pas un gosse à problème. Je me rappelle un peu de lui. Puis les meurtriers, ils se sont vraiment bien occupés de lui. Hein, ça vous ennuie si on emporte le dossier avec nous? On aimerait faire analyser cette poudre. Il y a que de la poudre du coup dans le dossier ou il y a quand même des documents qu'on peut choper des premières infos avant de remonter dans la voiture? Maintenant que tu me poses la question, c'est-à-dire qu'en fait, pendant que Léon était en train de parler, t'as ouvert le dossier, tu regardais un petit peu ce qu'il y avait dedans. Pour la taille de la pochette et ce qu'il y a dedans, clairement, il y a des choses qui manquent. Tu tombes sur un état civil. En gros, c'est l'état civil qui a été créé certainement au moment où cet enfant était adopté. T'as un prénom qui est écrit Istvan. C'est un tout petit truc qui semble être en fait un très court dossier médical avec très peu d'informations dedans qui semble dater du moment où il a été récupéré par la police et les services médicaux de la ville. Ça, je le parcours en diagonale, mais je me dis que Léon le lira dans la voiture. Tout à fait. Ce que je peux déjà te dire, c'est que clairement, le gosse a passé bien une semaine ou deux à ne pas ouvrir la bouche jusqu'à à peu près le moment de son adoption où il a fini par lâcher son prénom. C'est pas un prénom d'adoption, c'est bien son prénom d'après ce que tu lis dans le dossier. Entre nous et vu ton éducation, entre guillemets, tu peux facilement déterminer que c'est effectivement un prénom qui est plutôt d'origine est-européenne. Il y avait pas mal de cicatrices sur son corps, dont certaines qui étaient très 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 récentes, des bleus, des contusions. Quand je dis cicatrices, c'est quasi des coups de fouet en fait qu'il avait sur tout le dos, des trucs comme ça. T'as beaucoup de détails qui sont assez sordides et troublants et je sais pas si tu lis en profondeur ou pas, mais Bah, ça dépend de à quel point le vieux tient la jambe de Léon et si je vois qu'il y a un silence de mort et que les deux ils se regardent d'un air menaçant, je ferme le dossier et je me dis que de toute façon on l'embarque. Mais si j'ai le temps et si effectivement les deux là ils se tapent la discute et Léon il essaye de gratter plus d'infos, à ce moment-là je continue à lire. Je viens de penser à quelque chose là. Le deuxième gamin, Issam, vous savez pourquoi lui s'est retrouvé à l'orphelinat tandis que l'autre gamin a été récupéré? il est extrêmement gêné quand tu lui poses cette question. Tu sens que ça le met très mal à l'aise. Il se renferme tout de suite. Je me demande parce que ils étaient quand même deux les gamins et pourquoi l'autre et pas lui quoi? Vous savez, comme je vous disais, il se gratte la tête, il est très mal à l'aise. Ah, les mentalités, elles étaient différentes à l'époque. Et alors, comment dire, on n'avait pas autant de gens
qui venaient d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire, et les gens ils étaient un petit peu méfiants, et bon voilà, les meurtriers, Les meurtriers, d'accord, mais il n'y avait pas d'autres familles qui auraient pu. J'ai mis un petit grognement en notant l'info. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il était plus âgé? C'est parce que. euh, Ah, parce qu'il était arabe? Ouais, bon bah voilà, on va pas se mentir, on est loin de la ville ici, enfin on n'est pas si loin, mais bon, les mentalités. Donc finalement, les meurtriers, ils étaient peut-être pas aussi angéliques que ce qu'ils prétendaient. Moi je veux pas de problème, je veux pas avoir Donc vous en d'ennui. faites pas, vous n'en avez pas. Puis je veux pas vous penser que je dise ce que j'ai pas dit, c'est pas assez. Non, vous avez été d'une très grande aide, Ça Robert. fait plaisir, parce que bon, je fais pas grand chose ici, et bon, bref. Ça vous dérange si on garde le dossier le temps de l'enquête? Je peux vous le photocopier si vous voulez, c'est quand même bien qu'il reste ici. Bon, même si je sais pas ce qui s'est passé, vous croyez que c'est. Il regarde le dossier, l'espèce de poudre de pierre noire qui est. Il y en a vraiment beaucoup? Ça remplit vraiment un pochon ou C'est pas forcément un pochon, mais ça fait une espèce de traînée noire, et en fait, c'est des gros morceaux. C'est une espèce de pierre noire, et je sais pas si tu prends le temps de la regarder de plus près, de prendre un morceau et de le regarder ou quoi. Mais je l'embarque. Je mets ça dans, bah, du coup, dans un pochon pour l'embarquer. Et je le laisse, s'il veut photocopier les autres papiers, on peut repartir avec les photocopies des autres Il papiers. vous raccompagne en fait à l'entrée des archives. Lui, il part dans un bureau au loin. Tout ça est éclairé par une lumière jaune pisse du plus bel effet. En tête, tu me disais que tu mets la pierre en question dans un petit pochon. C'est comme si c'était la pierre qu'on avait écrasée ou qui s'était brisée, tu vois. C'est comme si c'était un morceau de quelque chose de plus grand qui s'était cassé. Et tu vois qu'en fait, elle est un peu iridescente, c'est-à-dire qu'elle réfléchit des reflets de lumière verdâtre, rougeâtre en son sein. C'est vraiment une pierre noire qui a des reflets étranges. C'est presque une pierre précieuse en fait. Alors, vous avez pu jeter un œil au dossier Pas grand chose comme info, mais j'ai le nom du gosse, Ishtvan. Du coup, il semblerait qu'il soit pas frère. Mais bon, c'est bizarre quand même, toute cette histoire d'adoption et tout. L'explication du vieux me paraît pas complètement insensée non plus, malheureusement. Bah ouais. Ce qui m'interpelle plus, c'est le dossier a l'air quand même assez vide. Ouais, ça fait assez peu d'infos, mais bon. On a un nom pour le Toubib et l'hôpital? Il y a un dossier médical, ouais, il y a un nom. On pourra aller voir du coup à l'hôpital. Je ferais bien un détour aussi par l'école, voir s'ils ont pas des photos de classe, des trucs comme ça, voir si on part pas. On va faire le tour de tout le village et voir ce qu'on peut trouver. Je pense que l'école et l'hôpital, c'est les 2 seules pistes qui nous restent à explorer. De toute façon, les meurtriers, je pense pas qu'on on en tirera quoi que ce soit. On imagine Ante et Léon dans une succession de plans très dynamiques qui quittent la mairie, dossier sous le bras, prennent la voiture, se rendent à l'école. On a un plan sur eux qui sont en train de discuter avec la directrice actuelle de l'école qui leur fait un signe paniqué de mais je sais pas si c'est peut-être dans les archives, j'en sais rien. Plan rapide sur Ante qui est en train d'ouvrir un dossier dans l'école primaire dans un premier abord où il cherche des photos de classe, il cherche des bulletins de notes. Il y a effectivement un dossier au nom d'Ishvan Meurtrier, mais quand tu l'ouvres en T, tu trouves la même poudre noire que je te décrivais tout à l'heure, et le dossier est complètement vide. Coupe, on se retrouve dans les archives du lycée. Même cas de figure, c'est Léon cette fois-ci qui ouvre un dossier et qui trouve cette même poudre noire. Tout a été vidé, il n'y a rien outre ça. Cut, on se retrouve dans un hôpital. On comprend que pendant quelques longues minutes, Léon et Ante travaillent d'arrache-pied pour convaincre la direction de l'hôpital qu'il faut qu'ils accèdent aux archives. Dans un premier temps, il y a une personne à l'accueil, puis le chef résident, puis le directeur de l'hôpital. Ils finissent quand même par convaincre que c'est leur métier et qu'ils ont besoin de ces archives. Cut, on se retrouve dans les archives de l'hôpital. Des quantités incroyables de boîtes ont été sorties des étagères de cet endroit super froid et sans personnalité. Il y a un agent de sécurité qui attend impatiemment à l'entrée, qui souffle, qui regarde sa montre pendant que Léon et Ante épluchent des dossiers, épluchent des dossiers, épluchent des dossiers. Un dossier médical complet qui appartient à Ishvan Meurtrier, rempli de poudre noire lui aussi. En remontant un petit peu, Ante finit par tomber sur une évaluation psychiatrique donc d'un enfant qui à l'époque ne porte pas de nom, mais qui correspond à la description d'Ishvan, d'après ce que tu as vu des photos et d'après ce que tu sais de Ishvan. On décrit un enfant qui visiblement a subi des sévices assez terribles pour qu'il soit plongé dans un mutisme. On parle effectivement de stress post-traumatique, on parle de potentielle névrose et psychose, on recommande un suivi psychiatrique régulier par un pédopsychiatre. C'est les seules informations que tu as.
est-ce que vous vous dites quelque chose en retournant tous les deux vers la voiture dans un dernier plan où on vous voit vous éloigner vers cette dernière? Quelle ville de merde. Je pense à un truc du genre. Tout ça a pris quand même pas mal de temps, hein, donc Mallory et Martial, je reviens vers vous. Est-ce que, en attendant donc que vos camarades reviennent, vous faites quelque chose de particulier? Bah oui, moi du coup j'expluche vraiment cette fois-ci les dossiers sans être distrait par cette musique de boîte techno. Moi je cherche d'avoir des correspondances entre les affaires de meurtre de membres des Boutvasi et surtout j'essaie de voir tous les dossiers où est mentionné potentiellement le Ushku. Ou alors si c'est sous-entendu. Ok, très bien. Mallory, est-ce que tu fais quelque chose de ton côté? Cette histoire de langue, là, il y en a eu plusieurs du coup. Est-ce qu'il y a d'autres affaires Le signalement de ces personnes ou habillées de blanc qui agressent des gens dans les rues déjà, là ça fait quelques mois que ça dure. Ça correspond un petit peu au moment où il y a commencé vraiment à avoir une grosse affluence de crimes et de délits en tout genre en ville. Effectivement, t'as pas mal d'affaires avec des personnes qui se font trancher la langue. Toujours cette description quand il y a des témoins qui ont survécu, de personnes qui semblent être habillées de haillons ou de vêtements déchirés, blancs. C'est le seul signalement qui existe en fait des potentiels ou du potentiel coupable. C'est que t'as ces personnes qui reviennent plusieurs fois en blanc, qui attaquent des gens. Tranche pas toujours la langue, des fois c'est juste poignarder quelqu'un, mais ça revient beaucoup ce truc d'arracher la langue et de l'embarquer. Et il y a effectivement pas mal d'occurrences aussi de langues qui sont déposées à certains endroits. Donc par exemple, tu as un témoignage de quelqu'un qui a retrouvé une langue sur le palier de sa porte. Tu as des langues qui ont été retrouvées dans des boîtes aux lettres. Tu as des trucs qui sont plus sophistiqués, plus rituels en fait, avec des hôtels un petit peu comme ce que tu as vu sur la photo que je t'ai décrite tout à l'heure. Tu captes assez vite en fouillant qu'il y en a pas mal. T'as la sensation en fouillant qu'il y a une telle désorganisation dans les fichiers de la police, c'est tellement le foutoir, il y a tellement d'affaires qui s'entremêlent, d'agressions, qu'en fait, il n'y a pas de suivi régulier là-dessus. Ça colle parce que c'est le même signalement et c'est les mêmes choses, mais personne n'a eu le temps ou a pris le temps de se poser dessus et d'avoir un vrai suivi sur la question. Personne n'a pu faire de corrélation entre, par exemple, toutes les victimes qui ont perdu leur langue. Mais on sait quand même à qui elles appartiennent ces langues, ce travail il a été effectué. Toutes les classes sociales, tous les types de personnes sont inclus là-dedans. Il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de gens qui se ressemblent, c'est vraiment des agressions presque au hasard, t'as la sensation. C'est sur le coup du moment, c'est d'une sauvagerie extrême, et ça s'arrête tout de suite. Je vais passer sur Martial. Tu es en train de pianoter sur ton ordinateur, tu fais tes recherches, tu es en train d'essayer de faire des liens entre les différentes affaires sur Ushku. Et puis, en fait, t'étais très concentré et tu l'avais pas remarqué dans les premières secondes où ça se passait. Mais tu vois qu'il y a un tout petit glitch en bas à gauche de ton écran. Au début, c'est un seul, puis deux. Puis, tu commences à voir que ton écran glitch complètement petit à petit. J'imagine que tu ne comprends pas, tu regardes derrière ton écran ce qui se passe, tu vois que ça glitch. L'écran est complètement en train de glitcher. Et tu entends une voix, comme si on te parlait tout près de ton oreille, qui te dit... Martial, on va te trouver, Martial. Bah déjà je bloque un peu dans l'écran. Et je pense que j'ai quand même ma poitrine, j'ai mon cœur qui se serre d'un coup, un peu paralysé par la pression, me sentir en danger immédiatement. J'essaie de faire le tri dans mes pensées. Je regarde un peu autour de moi, même si j'ai du mal à quitter l'écran. Ça me rappelle la voix que j'ai entendue dans le tunnel. Est-ce que j'ai déjà été victime d'une agression? Celle que tu as entendue le même soir. Oh merde. Je pousse l'ordinateur. Martial, on va arracher ton cœur, on va le dévorer, Martial. Et il ne restera rien de toi des hurlements. Et au moment où tu entends cette voix dire ça, Mallory, du coup, t'es en train de regarder des dossiers et tu vois que Martial est complètement paralysé face à son ordinateur. Tu vois qu'il y a de la fumée qui se dégage de la tour de l'ordinateur. Martial, au moment où Mallory voit ça, tu vois que l'écran se fissure et reste glitché. J'aimerais que tu me fasses un jet de garder le contrôle, s'il te plaît. 14. 14, donc on est en dessous du seuil de réussite parfait, ce qui fait qu'il y a plusieurs possibilités pour toi que tu peux choisir.
Tu vas perdre un point de stabilité quoi qu'il arrive. Ouais. Et on va choisir l'émotion qui découle de ce moment. La colère, la tristesse, la peur, la culpabilité. C'est la peur. Hein. Là, j'ai été surpris complètement. Non, c'est la peur. Comment donc ton écran vient de se fissurer et reste complètement glitché, t'as de la fumée qui sort de la tour de ton ordinateur qui est maintenant inutilisable. Ah, mais je me lève précipitamment. Je manque de trébucher sur la chaise qu'elle tombe pendant que je me lève. Et j'ignore complètement, mais c'est pas méchant envers elle, mais j'ignore Mallory et je sors. Pour prendre l'air, faut que je sorte de la pièce là. Je suis juste complètement choqué par ce qui vient de se passer. Bah, du coup, je vois Martial sortir alors que son PC vient d'exploser. Et je vais peut-être voir ce que Martial est parti faire. Enfin, en tout cas, essayer de le retrouver. Parce que du coup, la réaction, elle est un peu... Je suis allé pas très loin, mais juste prendre l'air, quoi. Essayer d'ouvrir une fenêtre. Quoi. Il est quasiment vide ce bâtiment, il n'y a que vous à cet étage, vous êtes quasiment au dernier étage, il y a même un accès au toit qui est assez simple. C'est un peu en travaux, c'est un petit peu à l'abandon, tu trouves assez rapidement un bureau en fait où tu peux ouvrir une fenêtre et te positionner. Il y a toujours cette odeur de poussière et de renfermer un petit peu partout qui te prend vraiment en narine, tu reprends un peu contenance en ouvrant cette fenêtre au milieu d'un débarras d'objets en tout genre. Tu reprends ton inspiration, tu reprends le cours de tes pensées et Mallory rentre dans le bureau où tu t'es réfugié à ce moment-là. Désolé pour le... Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est lié à tout à l'heure la discussion qu'on a eue avec Saint-Légiste à propos de la scène que j'ai vue à la coulée verte. Ça a dû me taper sur le système, et forcément en faisant toutes ces recherches sur les crimes. Parfois, voilà, j'ai tendance à être envahi par mes émotions. Vous avez cassé l'ordinateur dans un... Je me rappelle pas bien. Je suis un peu à cran, désolé. Non, bah, normal. Pourriez-vous garder ça pour vous? Oui, mais c'est vraiment pas grave. J'ai essayé d'éplucher toutes les affaires qui ont été enregistrées à propos des bouts de Vasi qui ont été assassinés ces derniers temps. Vous avez trouvé un truc? Oh, je sais pas, c'est un peu compliqué, je me suis un peu perdu dans le fil de mes pensées, et je pense que c'est malheureusement l'agression que j'ai vécue était peut-être un peu trop chamboulée. Puis on a passé la journée à faire tout ça. Enfin, On peut prendre une petite pause si vous avez besoin, y a pas de souci. J'ai encore les images de... Je sais pas si j'arriverai à trouver autre chose là. désolé pour ce qui s'est passé, ça. Je ferai en sorte de faire attention la prochaine fois. Pas de souci. Je prendrai le pli de sortir plus tôt. Moi, je prends un peu l'air, mais je vais revenir dans la salle après. Craintivement. Léon hanté, peut-être 5 minutes après que Martial et Mallory vous soyez réinstallés dans vos quartiers. Vous rentrez tous les deux, donc la première chose que vous voyez, c'est qu'il y a un ordinateur qui a l'air complètement foutu. Il n'y a plus de fumée qui en sort à ce stade-là, mais il y a une odeur persistante de brûlé qui a envahi la pièce. L'écran qui est complètement brisé est assez visible. Et je pose mon manteau sur le porte-manteau, toujours en fixant l'écran fendu. Juste un défaut matériel. Du coup, en rentrant dans la salle, j'étale tout notre butin, les dossiers, les petits pochons, etc. On a déjà pas beaucoup de matos, mais en plus, il y a que du matos de merde. Je m'approche du truc et je mets un vieux coup dessus pour voir si ça redémarre, mais bon, ce n'est pas une machine à laver, visiblement. En tapant dessus, tu sens que quelque chose tombe à l'intérieur. J'avais pu blairer ces putains d'ordinateurs, de toute façon. Ouais, du coup, une fois que ça a fini de parler de l'ordinateur, on dit déjà qu'on a trouvé le nom du gamin, mais pas beaucoup d'infos, beaucoup de cette espèce de poudre noire à la place de tous les documents. Ça recoupe un peu avec ce qui s'est passé aux archives, le fait que je trouve rien. Apparemment, ce gamin n'a aucun putain de dossier. Un état civil, un dossier médical famélique. Par 2-3 papiers, il y a quasiment rien sur ce mioche. Il n'y a même pas une photo. La photo la plus récente, c'est celle de lui au bord de la route. Au moins, vous avez un prénom. C'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, si tous les documents sur lui ont été mystérieusement interceptés, de toute façon, il faudra passer par le labo, voir s'ils arrivent à trouver ce que c'est que à chaque fois qu'on ouvrait un dossier et qu'il manquait des documents, il y avait cette saloperie. C'est pas juste de la poudre, enfin de la On cendre. dirait de la caillasse broyée. Puis de toute façon, quand bien même, ça serait juste de la cendre. De la cendre dans un dossier, pourquoi pas. De la cendre dans 2 dossiers, ça devient une coïncidence. Au bout de 3, ça devient beaucoup trop récurrent pour que ce soit juste un hasard. Non, il y a quelqu'un qui a dû essayer de couvrir ses traces, mais... Et vous, du coup, vous avez trouvé quelque chose? Mallory est allé interroger le médecin légiste qui s'est occupé des scènes de crime. Elle nous a aussi parlé du fait qu'il y avait plusieurs langues qui avaient été retrouvées un peu partout dans Paris ces derniers temps. Mais les victimes n'ont aucune corrélation, il n'y a pas de lien entre elles, juste... Des fois elles sont posées par-ci par-là, des fois c'est sur un hôtel, des fois c'est sur le palais de la Porte.
Je sors mon téléphone. Bah ouais, effectivement, moi j'en ai trouvé une de langue. Je l'ai ramenée là au bastion. Du coup, je montre les photos que t'as sûrement déjà vues aussi. J'ai moi-même été victime, enfin j'ai été témoin d'une des agressions. Celle qui s'est déroulée à la coulée verte avec le nourrisson. Ah oui, celle dont elle parlait tout à l'heure. J'ai même été directement confronté, sur mon temps de repos, aux individus suspectés de commettre ces agressions. L'agression dont vous avez été témoin et votre agression à vous, c'était au même moment ou Un peu de temps après, dans le même secteur. J'ai un témoin direct, un proche, Maxime Duclos. Très peu de temps après qu'on ait quitté la coulée, on a été comme dans une brume. Et on n'arrivait plus à se repérer. On s'est retrouvé au niveau d'un tunnel, en fait. On est rentré pour traverser. C'est là où je suis tombé nez à nez avec mon collègue sur ces individus, qui devaient être deux. Ils portaient leur espèce de sweat à capuche. Alors je les ai pris pour des junkies, forcément, vu qu'ils s'est rapprochés de moi avec leurs armes blanches et ils ont commencé à être menaçants. Donc j'ai voulu intervenir pour protéger mon camarade. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé, mais ils nous ont laissés finalement. Ils nous ont seulement menacés. Je m'approche du tableau blanc et je vais faire d'autres cercles avec écrit langue, point d'interrogation, en le reliant peut-être avec un point d'interrogation au bout de Vassy. Pareil, une autre flèche qui part des langues avec un autre rond avec écrit sweat à capuche. Autre gang, bout de Vassy, c'est qui ces gens-là? Bon, visiblement, il y a quelqu'un qui s'amuse à couper des langues et à dresser des hôtels dans toute la ville. À mon avis, on cherche pas forcément qu'une seule personne. J'ai déplie une carte de Paris, on doit avoir une carte de Paris que je commence à punaiser sur le mur. Je commence à faire des cercles autour de la coulée verte, des cercles plus ou moins dans la zone qu'Anté indique pour son hôtel. Je fais des cercles aussi autour des locations des trois meurtres sur lesquels on enquête. Genre, on va regarder si ça fait pas un symbole. Genre, est-ce que ça fait 666 Il y a combien de langues trouvées du coup, ou de corps sans langue trouvés? Puis on est près de la vingtaine, quoi. On pourra aussi les punaiser sur la map. 20 punaises sur la map. D'ailleurs, j'apporte la photo avec le signe qu'on a récupéré chez la légiste. Je l'approche du tableau. Il faudrait voir si on trouve ce signe dans d'autres cas. Déjà dans les langues sous les langues des trois victimes. Les seuls liens qu'on peut remarquer entre les langues qu'il y a partout et ce qu'on a des victimes précises de cette affaire-là, c'est le symbole du crochet sous la langue. Enfin, il y a une espèce de motif qui se répète, quoi. Après, pourquoi d'un côté les langues coupées et sur d'autres juste le crochet sous la langue, ça, on n'a pas d'indication. Moi, je mémorise. Je regarde fixement la carte et j'essaie de mémoriser tous les coins où il s'est passé un truc. Je récupère la poudre et la photo du gamin et j'annonce à mes collègues que je descends au labo pour faire analyser ça et pour voir s'ils peuvent pas tirer un portrait robot du gamin avec la tête qu'il aurait maintenant. Je profite à un moment donné dans un couloir un peu tout seul dans les escaliers pour sortir moi un petit pochon de mon côté et récupérer un peu de la caillasse noire, enfoncer ça dans une de mes poches et après je trace ma route. Pendant que tes camarades sont en train d'enquêter chacun de leur côté sur les choses qui les concernent, tu arrives donc au niveau du labo, donc c'est dans un endroit beaucoup plus calme qui est éclairé par une volée de néon blanc. T'as pas beaucoup de monde à cette heure-ci, commence à se faire un petit peu tard. T'as un ou deux techniciens qui t'accueillent. Tu donnes le petit pochon rempli de matière noire à un technicien qui le récupère. Tu te diriges vers un autre technicien pour lui donner la photo et du coup tu veux un portrait robot de ce fameux Istvan 15 ans plus tard. Tu vas peut-être attendre une vingtaine de minutes, une demi-heure, le temps qu'on s'occupe de tout ça. S'ils me disent que c'est rapide, j'attends, sinon je me casse. Hein. Perché sur un tabouret en train d'attendre sous un néon blanchâtre qui te tape un petit peu sur le crâne, à quoi tu penses Je repense à mon carnet, je repense à la map qu'on a punaisée et toutes les localisations qu'on a trouvées, les différentes agressions. Je laisse aussi mes pensées dériver sur la liste donc d'adresses qui est censée popper les repères un peu connus des bouts de Vassy. Je me fais une carte mentale
de mes prochaines nuits. En fait, moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est ces agressions par rapport aux langues, là, qui ont l'air d'être faites, de manière très désordonnée. Et vu qu'Ante a dit que, les Boutvassis, faisaient profil bas, c'est probablement pas eux, du coup, parce que, c'est à peu près l'antithèse de faire profil bas que d'agresser des gens au pif dans les rues. Donc soit il y a un autre gang qui est en train de popper, de gens qui se spécialisent dans l'arrachage de langue, et dans ce cas-là, on a peut-être une guerre des gangs qui se profile, ou alors, il y a peut-être un truc un peu sordide, en lien avec les Boutvassis qui, d'un côté, essaieraient de faire, profil bas, sur leurs activités, leur activité pérenne, mais de l'autre serait en train de s'activer sur des activités, plus glauques, encore que ce qu'ils font d'habitude. Donc du coup, oui, je pense que, je vais passer quelques nuits, à aller traîner, du côté de la coulée verte, du côté des différents quais de Seine où on a trouvé des cadavres, ou alors du côté des entrepôts et des labos, les moins importants de la liste, qui sera partagée, pour aller voir si, s'il n'y a pas des gens qui peuvent parler. Je pense un peu aussi au fait que j'ai un fils et une femme, mais bon ça, bon. Il y a un petit peu de temps qui se passe, tu regardes dans le vide. Tu as le technicien dans sa belle blouse blanche qui pose le pochon à côté de toi, qui dit Ok, les analyses sont terminées, donc je peux d'ores et déjà vous dire un truc, c'est qu'on a retrouvé la même substance sur plusieurs scènes de crime. Vous avez la liste des affaires sur lesquelles, cette poudre a été retrouvée? Il te tend un dossier qu'il a imprimé, et effectivement, tu vois qu'il y a des occurrences de la même substance, et ça correspond aux affaires de Issam Nouri et Philippe Maudrange. Bon, ce que je peux vous dire sur cette substance, en tout cas, c'est que, et ce qui est très étrange, j'en avais notifié, mais bon, apparemment, j'ai pas eu de retour là-dessus, c'est de l'opale. Et pour être plus précis, c'est de l'opale noire, donc un mélange de silice et d'autres minéraux. C'est une pierre précieuse qui est plutôt rare, là on en a en plutôt grosse quantité, et on dirait qu'elle a été écrasée. D'accord, quand vous dites que c'est rare parce que c'est cher ou c'est rare, en termes de ça s'importe, c'est un produit qui est dur à trouver, Vous pouvez trouver des bijoux chez des bijouteries de luxe, mais ça va être compliqué de trouver ça n'importe où. On aurait pu l'extraire directement d'un gisement et la sortir comme ça. Bon, la question va paraître con, mais on fait rien avec ces pierres-là, genre c'est pas un composé chimique, qui a une quelconque réaction, avec une, je sais pas, coupé à quelque chose, C'est une pierre précieuse, quoi. On l'utilise voilà, pour faire des parures, des bagues, ce genre de choses, mais on n'utilise pas vraiment ça pour faire quoi que ce soit d'autre. C'est pour ça que c'était assez bizarre. On n'en a trouvé pas en des quantités énormes, hein, mais suffisamment pour que ça nous interpelle ici. Et, je pense que ce qu'on a trouvé a dû rester dans les pièces à conviction des affaires. Mais ouais, c'est bizarre. Vous avez trouvé ça où? Parce que sous cette forme-là, c'est quand même rare, hein. on va trouver ça, sur, d'autres scènes de crime, et dans des archives. Ah, on dirait que vous avez quelqu'un qui s'amuse à en sommer un peu partout. Ouais, et j'aime pas trop ça. Merci, si jamais vous trouvez quoi que ce soit d'autre là-dessus, Tu as l'autre technicien qui t'est occupé à faire un portrait robot qui est en train d'imprimer quelque chose. Quand tu t'approches, il te tend portrait robot. Donc tu as un homme de type caucasien, les yeux clairs, la mâchoire plutôt carrée, des cheveux châtains plutôt mi-longs qui lui arriveraient donc au niveau des épaules. Ça ressemble pas mal à la photo d'Ishvan que tu avais déjà, un petit peu plus âgé. T'es pas sûr que ça donne grand chose, mais ce sera déjà une base sur laquelle travailler. déjà je le remercie, et si c'est lui qui gère ça aussi, je lui demande si, il peut pas déjà faire, est-ce qu'il y a pas moyen de me faire une recherche déjà dans le fichier des portraits robots qu'on a, voir si ça correspondrait à quelqu'un? J'ai déjà lancé la recherche, je vous tiendrai au courant dès qu'on a quelque chose. Très bien, merci. Et je remonte. Je pense qu'on n'avancera pas plus tous les trois sur le sujet. On profite que la tension de l'enquête redescende un peu pour m'approcher de Martial et pour lui demander si il a trouvé des choses sur Ushku. Tout ce qu'il peut trouver, je me dis que ça peut m'aider à survivre quand je serai dans la jungle, quoi. Donc je pose la question à Martial et je suis un peu insistant s'il essaye d'esquiver le sujet, d'avoir toutes les informations possibles sur une menace potentielle à ma propre survie. Je suis en train de me perdre dans mes pensées, donc ça se voit, Martial est complètement perdu. Non, malheureusement, j'étais en train de faire les recherches et j'ai perdu beaucoup de temps pour rien. Du coup, on sait que Ushku était sur les lieux du troisième crime, c'est sûr ça? En fait, on sait même pas s'il existe vraiment. Ouais, bah ouais.
Pour ça, je me demandais si tu avais trouvé des infos. J'ai perdu beaucoup de temps malheureusement, mes recherches ont été infructueuses. Mais je vais devoir retenter, c'est juste que l'écran a manqué de m'exploser au visage, donc j'ai été un peu secoué. Enfin, j'ai quand même pensé à récupérer des dossiers papier, des affaires de meurtre de Boutvasi. Je vais faire plus attention et je le regarde droit dans les yeux en disant ça. Tient son regard en lui faisant comprendre que, ouais, pour moi, c'est une question de survie, quoi. La journée a été longue là et ce serait bien que ça s'arrête, mais cette histoire de langue là, j'avoue que j'avais pas trop. J'avais amené ça il y a une semaine du coup, cet échantillon, et j'ai pas eu de nouvelles depuis. Donc si effectivement dans la salle les deux se replongent un peu dans leur dossier et sont d'humeur studieuse, j'ai eu autre chose à penser, disons, cette semaine et personne n'est revenu vers moi. Mais c'est vrai que là, si on commence à parler de langue, bah, du coup, je vais chercher cette dernière info, quitte à ce qu'on me dise ouais, non, j'en sais rien, et finir ma journée de boulot là-dessus, quoi. C'est dans un bureau au rez-de-chaussée où tu as déposé cette preuve. Tu fais donc face à une jeune femme qui était présente quand tu as déposé cette langue enveloppée dans son pochon. Tu dis oui, je me souviens très bien de vous. Bah, c'est encore une preuve du putain de bordel qui règne en ville en ce moment, enfin, si vous passez l'expression. On a trouvé une correspondance ADN avec un corps qui a été retrouvé sur une berge de la Seine le même soir, mais rien de bien concluant. De toute façon, c'est pas le premier, j'ai bien peur que ce soit pas le dernier. Rien de bien spécial, la victime c'était un mec sans histoire, père de famille, il travaillait sur des chantiers, il était, voilà, c'était un mec normal. Pas d'ennemis, on a fait le tour de ses connaissances, mais bon, avec le manque de moyens qu'on a en ce moment, c'est un peu compliqué de suivre une enquête pareille, il y en a tellement. Une affaire qui s'est montée, du coup, sur les langues sauvages qu'on retrouve un peu partout. Vous voyez bien comment c'est en ce moment, les bureaux sont vides, en plus avec les manifs dehors, c'est l'enfer, tout le monde est sur le coup. Euh, Il y a bien peut-être un ou deux gars qui ont enquêté là-dessus rapidement, mais bon, c'est pas rien de bien concluant, quoi. On a toujours les mêmes signalements, on a toujours les mêmes trucs. Je vous avoue que c'est un petit peu fatigant à force, quoi. Donc j'aimerais bien vous aider, mais je peux prendre votre numéro personnel et je peux vous envoyer un contact dès que je trouve quelque chose. Je suis débordé, Très bien, merci. Bah, du coup, si Ante part sur qu'est-ce qui est arrivé aux langues et si on a retrouvé la Vejima par exemple, est-ce que je peux utiliser un PC et faire une recherche de ce symbole-là qu'on a trouvé de l'œil et du crochet? Voir si c'est quelque chose qui a déjà été utilisé n'importe où ailleurs, même pas dans des dossiers de police. C'est difficile de trouver des informations parce que tu commences à plonger dans des trucs vraiment très étranges qui n'ont rien à voir avec des affaires de police. Tu commences à passer de page internet en page internet et tu finis par trouver des informations sur la Kabbale. La Kabbale, c'est un système de pensée ésotérique d'origine hébraïque qui consiste grosso modo à diviser l'existence en concepts. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un symbole qui est une espèce d'arbre composé de différents points, 10 au total, et ces 10 points sont en fait des concepts de l'existence, la loi, l'amour, l'art, et en fait, cet arbre, il s'appelle l'arbre des Séphiros, et cet arbre, il a un antagoniste. Le Clipos, en fait, c'est l'antagoniste de cet arbre, c'est tous les concepts obscurs qui agitent l'humanité. Et en fait, ces concepts-là, ils ont chacun des symboles qui sont attribués. Et tu en as un qui attire ton attention instantanément parce que son principe, c'est le tourment. Et dans la Kabbale, et dans ce système de pensée, le tourment est représenté par un crochet. Est-ce qu'il y a un moyen pour que j'obtienne plus d'informations sur ce concept en particulier, le tourment? Tu pourrais peut-être éplucher un petit peu plus les banques de données d'Internet, mais une possibilité aussi, ce serait de te renseigner directement auprès d'une personne qui s'y connaît très très bien. Un professeur en université ou quelqu'un qui s'y connaît en ésotérisme, parce que c'est ce que c'est. Oui, je pense que j'irai plus voir quelqu'un qui serait spécialisé là-dedans. Ouais. Nos deux analystes sont toujours la tête dans leur dossier, s'approchant de la fin de la journée. Dès que Léon revient, je pense que je pose la question de comment ça se passe pour la suite, quand est-ce que vous allez revenir là tous les jours ou... Moi, je considère que oui, je viendrai tous les jours et que c'est notre QG. Vaut mieux qu'on coordonne tous les efforts au même endroit. Et qu'à partir de là, on parte comme on a fait aujourd'hui, quoi. C'est d'accord. Je suis assez d'accord avec le maître.
Je dis pas que je viendrai là tous les jours parce que la bureaucratie, ça me court un peu, mais dans tous les cas, c'est ici qu'on se retrouvera pour faire le point sur ce qu'on trouve sur le terrain et durant nos enquêtes. Il n'y a que pour vous, Posavec, que la question se pose. Je pense que si vous le sentez pas, c'est pas la peine de régulièrement revenir au bastion. Ça risquerait de finir par attirer l'œil. De toute façon, j'ai un moyen informatique et sécurisé de vous donner des nouvelles et donc possiblement d'en prendre. Et sinon, pour ma part, je pense que dans les jours qui vont venir, on va commencer à éplucher éventuellement cette piste des opales noires, vu qu'apparemment c'est un produit rare. À mon avis, pour en faire venir des grosses quantités comme ça passe pas forcément inaperçu. Ça pourrait être une piste. Moi, je pense que c'est un peu pareil de mon côté. J'indique quand même que du coup, j'ai trouvé peut-être quelque chose par rapport au symbole crochet qui ferait référence à la cabale, mais que j'y connais rien, donc je vais probablement aller consulter un professeur ou un doctorant qui connaissant la matière. La journée se termine là-dessus. Je pars du principe que vous partez tous chacun de votre côté. Je vais faire un petit tour de table pour que chacun vous me décriviez ce que vous faites de la fin de votre journée exactement, si vous faites quelque chose de spécial. Je suis censé être en convalescence et je suis pas censé trop bouger, mais je me dis que la journée a été dense en informations. C'est l'occasion de passer faire un petit coucou à Caleb et à regarder du coup un peu comment ça se passe dans le club, regarder s'il passe un peu des trucs avec des jeunes, des trucs comme ça, voire donner 2-3 conseils, enfin histoire d'être présent et de me dire que voilà, là demain je compte tant que j'ai pas de nouvelles du coup, tant que j'ai pas de demain je retournerai au bastion et ça fait beaucoup quand même de pistes ouvertes. Donc je continuerai à regarder encore tant que je peux, mais vu que je suis pas encore du coup sur le terrain et être bloqué dans mes mouvements, c'est l'occasion d'aller passer une soirée, aller mettre 3 à gauche dans un sac, quoi. Tu prends ta voiture pour te rendre à Milrama, le club de Caleb. Ce soir-là, il y a un petit peu plus de monde que la dernière fois où tu y étais. Et dès que tu rentres, il y a des têtes qui se lèvent, et des gens qui font « Hey, Hanté !» Il y a des gens qui t'applaudissent et tout, genre « Il est là, il est venu !» T'as Caleb qui descend du ring, il te fait ah, « Comment ça va, Hachi ? Ça se passe bien ? Oula, tu t'en es pris une, on dirait. » Ouais, mais bon, rien de grave, ça ira vite mieux. C'est ta garde, hein, je te l'avais dit la dernière fois, c'est ta garde. Faut monter les points. Et t'as eu dans l'épaule, visiblement. Bon, si tu veux t'entraîner, tu peux, y a pas de souci. Et ta soirée se termine tranquillement, comme tu le décrivais. Tu donnes 2-3 conseils à des petits jeunes qui débutent. Tu prends les gants pour foutre 2-3 gauches dans un sac, tu te défoules un petit peu. Caleb vient te voir à un moment, il te fait une petite tape sur l'épaule en disant « Alors, les choses se passent bien, vous discutez de tout et de rien. » Tu sors un petit peu de toute cette atmosphère qui, j'imagine, était pour toi un petit peu lourde. Je passe sur toi, Martial. Je pense que je vais rentrer chez moi et je vais essayer de prendre des nouvelles de Maxime. Parce que du coup, je me suis rendu compte que on avait traversé un truc pas drôle en fait. Et que j'espère qu'il lui est rien arrivé, parce que je pressens un grand malheur, je sais pas pourquoi. Tu retournes dans ton appartement immaculé et tu as la mauvaise surprise de te rendre compte que le placard des feeds est encore une fois ouvert et que plusieurs paquets sont tombés au sol. Je souffle un grand coup, je réfléchis un peu. Et je décide d'appeler d'abord Maxime et je m'en occuperai après. Le téléphone sonne 1-2 fois, puis la voix familière de Maxime te répond. Allô, Martial ? Ouais, c'est vrai, ça va ? Ouais, autant que possible, moi je sors pas trop quoi, enfin bon, c'est la psy qui m'a conseillé là, qui m'a dit qu'il valait mieux que je me fasse arrêter, et ouais, je reste tranquille du coup. Dis-moi, dans la semaine, tu veux qu'on prenne un verre ? On peut faire ça chez moi, ça t'embête pas, je me sens pas trop de ressortir, Ouais, t'inquiète pas. ça me ferait plaisir, ce serait cool. Histoire qu'on fasse un peu le point, ouais. Merci Martial. T'inquiète, c'est normal. Je vais te laisser, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Ça va toi, t'es sûr ? T'as l'air un peu tendu. Ah, j'ai une grosse journée de travail. Je suis un peu fatigué, t'inquiète. Je te raconterai. Ok, bon, à bientôt alors. Il raccroche. Du coup, je range le bordel. Tu ranges le bordel, on ellipse sur toi qui, après avoir rangé, après t'être détendu, avoir fait tes petits étirements avant de te coucher, te met au lit tranquillement. Mallory.
Déjà, en étant toujours dans le bâtiment, je voudrais envoyer un message à Yann et lui dire de me retrouver chez moi dans 1 heure. Et avant de rentrer chez moi, je voudrais aller voir Isaiah. Tu prends le temps d'envoyer ton message à Yann qui te répond. Ok, pas de souci. Tu es en train de marcher dans la rue pour te rendre chez toi. Tu appelles la cabine téléphonique dont Isaiah a été donné le numéro pas loin de chez lui. Il décroche. Allô? Oui, Isaiah, c'est Mallory. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Bien sûr, je me rappelle de vous, Mallory. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me rappelle que je pouvais vous parler de ce genre de choses. Est-ce que vous avez vu récemment des personnes avec des sweats blancs un peu partout dans Paris? Parce que je sais que vous traînez beaucoup dans plein d'endroits différents. Est-ce que ça vous parle? Il y a un petit silence à l'autre bout du fil. Ouais. Ouais, je les ai vus, ouais. On leur a donné un nom parmi moi et les autres qui vivent dans la rue, on leur a filé un petit sobriquet. On les a appelés la myriade. Ne vous approchez pas d'eux, ils sont extrêmement dangereux. Vous avez mon numéro perso. Si jamais vous les voyez, Ça vaut de même pour vous, Mallory. Et n'hésitez pas à venir me voir en personne si vous avez besoin de prendre un thé ou de discuter un petit peu, ça peut vous faire du bien. merci Isaiah, c'est gentil. J'y penserai. Je vous en prie. Il raccroche. Tu marches au milieu des rues qui sont de plus en plus sombres, éclairées par les néons multicolores pour finir par arriver à ton petit appartement. Le temps que tu arrives, en fait, Yann est en train de t'attendre assis sur les marches devant ta porte. Il se lève, les mains dans les poches. Bon, t'es pas venu me dire bonjour, mais je sais que c'est l'intention qui compte. Mais j'allais pas faire ça devant tout le monde non plus. Hein. Ah, tu pouvais me faire la bise, ça dérangeait personne. Ça approche de toi à petits pas pour déposer un baiser sur tes lèvres. Je pense que je m'effondre sur lui. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que je dis rien. Je m'effondre dans ses bras juste de fatigue, donc Alors, il te soutient d'une épaule rassurante pendant que tu ouvres la porte et que vous entrez dans ton appartement. Bon, tu peux me dire ce qui se passe ou tu veux pas parler? je parle pas et je vais m'allonger, je vais attendre qu'il vienne s'allonger à côté de moi pour juste que je me repose. Il hausse les épaules, il enlève sa veste, lui s'assied à côté de toi et il dit on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit si t'as pas envie. Tu veux juste que je te prenne dans mes bras? Si ça te dérange pas trop, ouais. Oh, ça me dérange pas du tout, mais alors là, pas du tout. Et il s'allonge à côté de toi, te prend dans ses bras. Les heures passent, vous dites peut-être quelques mots par-ci par-là. Petit à petit, la lumière tombe, vous êtes plongé dans l'obscurité. Je pense que vous vous endormez tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Comment se passe la fin de journée de Léon? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'attends que tous les autres partent pour partir en dernier. Je potasse les dossiers, je continue d'imprimer la carte dans ma tête pour vraiment pouvoir y aller les yeux fermés le moment venu. Et une fois qu'ils sont bien tous partis, je vais retrouver Valentin, qui est certainement encore là. Valentin est encore dans son bureau, fidèle à lui-même. Il a la fenêtre ouverte dans son bureau, il fume une clope à ce stade-là, il en a plus rien à foutre. Tu ouvres sans frapper, il te tressaille, il fait genre « Oh putain, c'est toi !» Ouais, désolé, Bog, j'avais un service à te demander avant de partir. Et je ferme la porte derrière moi. Ok, Castelli, j'ai tellement de trucs à te raconter, mais vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Faudrait que tu sois hyper discret là-dessus. Je suis sur une affaire et je taffe avec 3 genoux. J'ai besoin que tu te renseignes un peu sur eux. Je me suis déjà un peu renseigné, mais ils sont tous trop propres et ça casse forcément quelque chose. Est-ce que tu pourrais chercher les états de service d'une certaine Yelena? Apparemment, elle est portée disparue depuis 6 mois, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Il y a aussi une affaire. Tu te souviens, à l'époque de l'opération Panthère, on bossait avec des gars de l'IJPN et des SUP. Il y a un petit jeune qui a participé à démanteler tout un réseau de ripoux. Tu peux me retrouver les noms de ces gars-là et éventuellement gratter un peu sur le petit jeune en question. Ouais, c'est pas de problème, ça devrait pas poser de soucis. J'ai mes propres dossiers sur l'affaire. Ok. Et tu voulais me dire quelque chose? Il regarde autour de lui, il éteint sa clope, il ferme la fenêtre, il fait le tour de son bureau, il ouvre la porte pour regarder dehors, il la ferme. Oh putain! Castelli, ça fait 2 semaines que je t'ai appelé et que j'attends tes nouvelles et tu me dis rien. Désolé, mais tu sais ce que c'est. J'ai la tête dans le cul tout le temps. Et là, ils m'ont collé sur cette putain d'affaire. Je dois gérer 3 gamins. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, mec, je sais pour ton enquête. Je sais ce qui est en train de se passer, ok? Tu bosses sur Dinarov, je sais que tu bosses sur ces trucs, d'accord?
toute façon, j'imaginais que ça allait pas rester longtemps secret. Non, mais ils sont pas nombreux à savoir, t'inquiète, ils ont bien couvert leurs traces, les salauds. Tu te souviens quand le soir où je t'ai appelé, Mhm. Dinarov est mort ce soir-là, on est d'accord? Ouais. Ce qu'ils t'ont dit pour l'ouverture de la cellule, c'est qu'elle a été ouverte suite à la mort de Dinarov. Ouais. Léon, ça fait des mois qu'ils projettent d'ouvrir cette cellule. T'as un peu aussi tendance à voir le mal partout. On est vraiment sûr de ça? Putain, Castelli, ça fait 10 ans qu'ils cherchent à savoir qui a foutu le feu au bus. Là, je regarde un peu en direction de la porte. Je le regarde droit dans les yeux, avec le visage qui s'assombrit d'un coup. On ne parle pas du bus. Castelli, il faut qu'on parle du bus, il faut qu'on parle de tout un tas d'autres trucs. Pile au moment où Dinarov crève, pile au moment où il crée une cellule, tu crois vraiment que c'est au hasard? Ils savent. Ils savent, Castelli, c'est obligé, ils savent. S'ils savaient, toi et moi, on serait pas là pour en parler. Peut-être, mais tu trouves pas ça bizarre? Écoute, je veux bien te croire pour cette histoire de cellule là, qui était prévue depuis des mois, mais peut-être que la mort de Dinarov était juste un prétexte pour eux de lancer le truc. Des hauts placés chez les Boudvasi qui crèvent, il y en a tous les 3 jours. Tu t'es connu plus inquisiteur que ça, Et Castelli. moi, je t'ai connu moins parano. Tu vois pas ce qui se passe? Écoute, si ça peut te rassurer, je veux bien garder une oreille ouverte là-dessus aussi. Mais il va falloir que tu me partages un peu plus d'infos que ça. Tu les as chopées où tes infos? Il s'approche de toi, genre vraiment, il est à peut-être une vingtaine de centimètres de toi, il t'attrape par le col, pas mais genre vraiment pour t'attirer à son niveau et vous parler le plus bas possible. Écoute-moi, Léon. Putain, je dis pas des conneries, c'est pas de la paranoïa, ok? Je lui pose une grosse paluche d'ours sur l'épaule. Je sais, Bog. Je te prends pas pour un con, je m'imagine pas des trucs. Bon, déjà, tu trouves pas ça bizarre qu'on, comme par hasard, on ait réussi à trouver exactement le bon itinéraire du bus? Tu trouves pas ça bizarre que des preuves disparaissent du dossier cette année-là? Tu trouves pas ça bizarre que pile à la mort de Dinarov, il y a une cellule qui pop de nulle part, alors qu'on n'a pas de moyens, qu'on n'a pas assez d'agents sur le terrain, qu'on a déjà une palanquée d'enquêtes qui sont pas résolues? Tu trouves pas ça étrange que les mecs les plus haut placés du bastion, les mecs qui nous payent, soient capables de sacrifier des ressources pour 3 meurtres que rien ne connecte, des meurtres rituels? Il y en a à tous les coins de rue, des meurtres rituels. Ils te lâchent. Je te le dis, Castelli. Je te l'ai déjà dit il y a 2 semaines, ça pue. Et je veux bien que tu me dises, que tu essaies de me rassurer en me disant non mais t'inquiète, c'est toi qui t'imagines des trucs, non mais t'inquiète, c'est normal, c'est la hiérarchie ou quoi. Mais toi et moi on sait très bien que c'est pas ce que tu penses. Je garde un long silence et je finis par hocher de la tête positivement. Quand t'as peut-être raison. Écoute, trouve les infos que je t'ai demandé. Et tu sais quoi, tu vois Emmanuel Blin? Ouais, je vois très bien qui c'est, ouais. Elle a une protégée. Trouve-moi tout ce que tu peux sur elle. Et de mon côté, je vais garder les yeux et les oreilles ouverts sur le pourquoi de cette cellule et qui s'amuse à vider les putains de dossiers de nos archives. Qui que ce soit, tu crois qu'ils ont quelqu'un chez nous? Ouais. Je suis descendu aux archives pour trouver des infos sur un gamin et il y a des dossiers qui ont été vidés. Clairement, quelqu'un s'amuse à effacer les traces derrière lui. Et, je sais pas combien ils sont, mais si t'es sûr de toi pour cette affaire de... Pendant qu'il est en train de te parler, son portable sonne. Je dois prendre ça. Attends, 2 secondes. Ouais. Non, je sais pas quand je rentre. Bah ouais, putain, c'est le boulot, c'est la merde, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Écoute, on en parle quand je rentre, ok? Putain, et ma femme qui me prend la tête. Ah, putain. Je vais péter un plomb, Castelli. Je vais péter un plomb. Je lui repose la main sur l'épaule. Allez, viens, on va prendre un café. Ouais, tu fais pas un truc plus fort, sérieux? Allez, viens, on va boire un verre. J'en peux plus là, faut que je sorte d'ici, je suis en train de craquer. Bon, ok. Et je réajuste mon manteau et je l'accompagne boire un verre dans un bar d'à côté, en sachant que dès qu'il va commencer à être un peu pompette, je vais le foutre dans un métro en lui disant écoute, retourne voir ta femme, elle t'attend, et profites-en pendant qu'elle t'attend. Et après ça, je passerai une partie de la nuit avec un dico français-russe. T'accompagnes Valentin dans un petit rad à quelques rues de là. Vous passez une partie de la soirée à reparler du bon vieux temps. Il se calme un petit peu, mais quand vient le moment de partir, il est vraiment très très saoul. On te retrouve sur le quai d'un métro en train de le pousser. Merci Léon, merci. Prends soin de toi, gars. Et on te retrouve seul dans ton appartement vide face à ton bureau. Il est 10h du soir. T'es en train d'éplucher ce maudit carnet en essayant de sur un ordinateur défaillant de trouver des traductions dignes de ce nom. Ton portable vibre, tu vois le nom d'Audrey apparaître avec un petit message. Je regarde le message. Bonsoir Léon, pardon de t'envoyer un message aussi tard, mais j'aimerais si c'est possible pour toi que tu t'occupes de Franck mercredi après-midi.
Merci, bonne soirée. J'éloigne le portable, je répondrai demain et je retourne à ma traduction, franco-russe. Nous quittons Léon comme si nous traversions sa fenêtre pendant qu'il est éclairé par la lumière vacillante de sa lampe sur son bureau. Les clameurs de la ville, on remonte vers le ciel, quelque part, loin de tout ça. Le son d'engrenages cliquetant qui résonne à travers une obscurité profonde. Et lentement, un pilier blanc, lumineux, qui déchire l'espace. Une tour gigantesque, dont la blancheur éclate et tranche avec l'obscurité qui l'entoure. On descend le long de cette tour jusqu'à atteindre une étendue liquide, épaisse, de couleur pourpre, qui s'agite comme une mer. Et on recule. On observe une berge de sable noir qui y fait face. Et dans le silence, seul le son des engrenages retentit. Sur cette berge de sable noir, on peut observer une silhouette très faiblement éclairée, dont on n'arrive pas à discerner autre chose que sa grande taille et sa forme humaine. Et cette forme contemple la tour qui lui fait face. Et lentement, cette forme lève les bras. Et au fur et à mesure qu'elle lève les bras, le son de hurlements commence à retentir autour d'elle. Des hurlements de souffrance, des hurlements de peur qui peu à peu remplissent l'espace en une cacophonie assourdissante qui couvre le son des engrenages. Et la silhouette reste là, les bras tendus, les hurlements s'élevant comme une symphonie qu'elle dirigerait. Et puis petit à petit, seule reste l'obscurité. Vous venez d'écouter un épisode de Néon et Opale. Néon et Opale est une campagne pour Cult, Divinité perdue, écrite par Jericho, le maître de jeu. Cult est un jeu écrit par Peter Nallo et Robin Lilienberg et édité en France par Arcane Asylum. Léon Castelli est interprété par Tommy The Cat, Martial Lemaître par Cassidy, Mallory Baron par Sully et Ante Posavets par Ciaris qui compose aussi la musique de Pallium. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la bande originale du podcast sur Spotify, Deezer et YouTube. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez suivre Pallium sur Instagram, Facebook et TikTok, vous abonner à notre page YouTube, commenter cet épisode, ajouter le podcast à vos favoris et partager nos épisodes sur vos réseaux. La suite de Néon et Opale arrive très bientôt.